C'est la seconde table ronde. Elle porte sur un sujet crucial pour le retail, on le sait tous, c'est la supply chain qui, pour beaucoup, est considérée comme le maillon stratégique des entreprises de retail. Que va pouvoir apporter l'IA à ce maillon stratégique? Vous trouverez des réponses dans la table ronde intitulée l'IA dans la supply chain, la révolution silencieuse. Et pour le parler, j'appelle 4 intervenants. Adil Boudadi, cofondateur et CEO d'Automne. Vincent Gufflet, directeur services et opérations chez Fnac Darty. Jean-Christophe Machet, CEO de FM Logistique. Et cette table ronde sera modérée par Jean-Luc Rognon, rédacteur en chef de Supply Chain Magazine. Merci à eux. Merci beaucoup. Je vais me rapprocher de vous. Donc on va parler supply chain. Alors je remarque que la conférence précédente de Philippe Palazzi, j'ai été bien attentif, il n'y a pas eu le mot supply chain. Pourtant c'était un plan stratégique, mais il me semble quand même que justement, c'est pour ça aussi qu'on appelle sans doute encore davantage que dans d'autres secteurs économiques, la supply chain n'est plus considérée comme seulement un centre de coûts. Vous m'entendez bien là? Parce que ouais. Donc elle est considérée comme autre chose qu'un centre de coûts. On a quand même un levier stratégique. On va essayer justement d'aborder ce sujet avec nos 3 intervenants. On a la chance quand même d'avoir à la fois un fondateur de start-up technologique, alors qui utilise l'IA dans le domaine du retail et dans le domaine de la supply chain et du retail. On a un retailer qui mérite votre confiance et qui est bien connu. Et puis, on a un grand prestataire logistique, un FM Logistique, et pas seulement en France, à l'international. Donc, on est relativement bien servi pour faire le tour de la question. On a identifié, en préparant cette table ronde avec Anne-Laure Feldkircher, qui est DG de But, tous ensemble, on a évoquer 4 grands enjeux. Donc on va tout de suite commencer par le premier. La maîtrise des coûts et l'excellence du service, c'est un petit peu quand même l'objectif premier de la supply chain. Moi, j'ai envie de démarrer par vous, Jean-Christophe. Est-ce que pour vous, tous les retailers aujourd'hui sont égaux devant la supply chain? Est-ce qu'on a des degrés de maturité différents? Comment ils voient justement cette conciliation entre service excellent, pour le coup, pour un prestataire, il faut que ce soit ça, et maîtrise des coûts? Est-ce que c'est vraiment le sujet numéro 1 aujourd'hui en supply chain? Bonjour à tous. Alors en supply chain, déjà la supply chain elle est au service du commerce, c'est la route vers le consommateur. Et du coup, eh bien, il est évident qu'en fonction du chemin qu'on va utiliser pour accéder à ce consommateur, on va avoir des enjeux de supply chain qui vont être différents. Donc tous les distributeurs ne sont pas exposés au même challenge, parce qu'il est évident que le développement du e-com depuis 15 ans a révolutionné le retail. Sur certaines verticales, les taux de vente online sont à 40-50%, sur d'autres, comme l'alimentaire, beaucoup moins. Et donc il est évident qu'une supply chain omnicanal qui doit mobiliser des moyens de préparation de distribution différents qu'une supply chain monocanal est totalement différente. Surtout que ces taux de 40 à 50%, c'est vraiment, ça a été pas soudain, mais ça a été très rapide, cette évolution-là. Ça a été en 10 ans et ça a transformé notamment les spécialistes du non alimentaire, dont mon voisin parlera beaucoup mieux que moi. Mais ça veut dire aussi qu'on a mis en place une supply qui était beaucoup plus exigeante, qui demandait beaucoup plus d'offres, de solutions, qui a mis en place des moyens supplémentaires. Donc, alors qu'on cherchait de l'efficacité de l'économie, l'omnicanalité a amené à des coûts et des dispositifs plus chers, si bien qu'aujourd'hui, on le voit, l'équation économique n'est pas toujours au rendez-vous sur cette omnicanalité. On voit bien que dans le food, notamment, c'est compliqué. Et quand on voit le coût de préparation, quand on voit le coût de livraison, quand on voit le coût de gestion des commandes dans le domaine du food, pour trouver un point d'équilibre par rapport à la vente offline, c'est compliqué. Et par contre, il est évident que sur d'autres produits, c'est devenu une évidence
hein, sur le monde alimentaire, pour beaucoup de produits, c'est une évidence. Et le consommateur n'imagine pas faire autrement que pouvoir choisir, que pouvoir se faire livrer quand il veut, où il veut. Et donc nous, acteurs de la supply chain, on a une responsabilité pour essayer de trouver de l'efficacité économique et de l'efficacité écologique aussi. Adil, je me tourne vers vous. Vous avez un outil finalement qui sert, alors entre autres évidemment, mais à optimiser finalement, une plateforme à optimiser les stocks. Aujourd'hui, vous travaillez à la fois, enfin vous avez des clients dans la mode, puisque je crois que vous et votre cofondateur. Plus bon. Ah si, ça marche. C'est peut-être moi qui. Ouais, bon. Vous travaillez chez... Ah ouais, non, ça marche pas. Ça marche par intermittence. On va faire de la résilience. Chez Alexander McQueen à Londres, donc au départ, j'imagine que peut-être vos premiers clients, c'était plutôt dans le domaine de la mode. Vous avez étendu peut-être vers l'ameublement, vers l'électronique, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous les aidez à résoudre cette équation dont on parle sur, évidemment, trouver une voie économique vers une augmentation de la qualité de service, vers une augmentation de l'offre, etc. Est-ce que c'est aussi une des attentes de vos clients et comment vous y répondez? Merci beaucoup. J'ai deux analogies par rapport à ça. La première, c'est si on devait expliquer la supply chain à un enfant de 3 ans, on a un produit, et en bout de chaîne, on a un consommateur, tout ce qu'il y a entre, c'est que de la friction. Donc l'objectif au final d'Autone, c'est d'aider nos clients à réduire au maximum en tout cas cette friction donnée. Donc on a ça d'un côté, de l'autre côté on a les acteurs de la supply chain, on va dire dans des marques retail, et je vais essayer de ne pas faire une généralité, mais ce sont des personnes aujourd'hui qui la plupart du temps sont soit rattachées à un service finance, soit rattachées à un service IT, pas très loin de l'imprimante et de la machine à café. On n'est pas dans une logique où ces personnes-là sont au final au centre du moteur au final de l'engin de croissance d'une marque retail ou d'un retailer. Tout ce qu'on fait avec nos clients, c'est littéralement d'arriver et de leur permettre de venir au centre de tout. Quand on regarde au final là, une révolution qui est arrivée depuis plusieurs années, mais là on en parle énormément sur la logique de l'ultra fast fashion avec nos amis de Shein. On avait littéralement le même problème il y a une vingtaine d'années quand Inditex était arrivé. Inditex était considéré comme la fast fashion, maintenant on est sur l'ultra fashion. Peut-être que dans 5 ans on sera dans la giga fashion. Enfin, à chaque fois on aura une nouvelle sémantique par rapport à ça. L'objectif ici c'est de dire au retail, arrêtons de travailler dans une logique de FOMO et d'à chaque fois de vouloir aller de plus en plus vite, mais essayons de faire mieux. Et quand on voit au final tout ce qui se passe dans le retail, la plupart du temps, 90%, 95% des tableaux Excel ou Google Sheet, au final, sont l'outil de travail principal. Dans un environnement qui est de plus en plus compliqué. On parlait de l'omnicanalité, effectivement, on n'est plus dans un retail d'il y a une vingtaine ou trentaine d'années. Mais au final, le playbook n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'on fait toujours du min-max sur une logique d'allocation, quand on regarde un modèle traditionnel. On a toujours cette crainte, là on est dans une logique de Black Friday, de solde. Oh mon Dieu, envoyons un maximum de stock. On produit pour des outlets. Quand je dis on, c'est le retail en général. Donc on change de logique ou on est toujours dans cette logique? On change dans cette logique-là et d'arriver de dire regardons les choses de façon extrêmement holistique. C'est-à-dire sur la totalité de la chaîne de valeur, que ce soit en amont, en aval, chaque décision va avoir un impact va avoir un effet domino sur l'autre. Tout ce qu'au final les personnes aujourd'hui dans le retail doivent faire, c'est arrêter d'être des experts au final d'un tableur, du tableau Excel, mais devenir des experts du pourquoi, du comment. Et c'est ça qui est important et c'est ça ce qu'on permet au final à nos utilisateurs de faire, c'est toujours avoir un temps d'avance sur ce qui va se passer dans le futur, dans un triptyque qui est extrêmement important aujourd'hui, un triptyque qui est le produit, le consommateur et le point de vente. Mais pour qu'on comprenne, donnez-nous un petit exemple sur le pourquoi du comment et comment on arrive à influer, à avoir une action proactive sur le réel. On va prendre un exemple assez intéressant, c'est qu'il y a une sorte de fausse vérité aujourd'hui dans la logique de l'IA quand on vient parler du forecast. Quand on parle, que ce soit de l'habillement, de l'ameublement, de l'électronique, on est dans une logique qui est très slow mover sur la supply chain. On n'est pas sur de la food où on va avoir des volumes extrêmement énormes en termes de vente. Donc là, on est dans une logique de dire
on n'est pas là pour optimiser au maximum le produit à la référence, à la taille en question, mais comprendre comment les produits fonctionnent ensemble. Et cette logique d'unité de besoin. Donc typiquement, hier, on avait sur scène, on a eu la chance d'être avec un de nos clients, Galeries Lafayette, sur la partie joaillerie et bijouterie, où ils ont des produits où ils vont vendre une bague, une référence à la taille, une fois toutes les 8 semaines. Donc techniquement, sur logique forecastique, on se dit comment on va faire. Mais en fait, ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est littéralement cette logique d'unité de besoin, de faire en sorte qu'on prend en compte le comportement au final de chaque client qui rentre dans un magasin et le faire retravailler de façon reverse pour comprendre au final quelles vont être la bonne logique d'allocation. Et en book chain, ce qu'on a, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est d'un côté, on a permis du coup à Galeries Lafayette sur la partie joaillerie et bijouterie à gagner au final un mois de stock, ce qui n'est pas rien quand on est sur des valeurs de stock qui sont relativement élevées, et de la même façon leur permettre de gagner 80% en productivité, de passer d'un tableur à une logique de devenir expert sur ma logique d'assortiment et laisser l'IA du coup exécuter. Vincent, ça vous parle, cette unité de besoin chez Darty, vous utilisez ce type de logique? Ouais, on l'utilise comme un... Alors bonjour à toutes et à tous déjà. On l'utilise effectivement, mais plus en mode de ce que mon collègue a dit, à savoir en mode artisanal Excel, on va dire ça comme ça. Donc il reste beaucoup à faire. Non, plus globalement, par rapport à votre interrogation un peu générale sur comment optimiser les choses tout en faisant en sorte que les clients soient plus heureux, parce qu'en fait c'est ça, optimiser la qualité de service. Bon, je pense que là-dessus, il y a une première chose à dire, c'est qu'il faut y croire. Croire au fait qu'on peut à la fois, dans le même mouvement, optimiser des coûts, par exemple, ou générer des revenus, et en même temps faire que le niveau de service augmente. Bon, ça, c'est pas si évident que ça. Je pense que c'est déjà un premier barrage. Notre expérience, c'est effectivement que c'est possible. On est tous ici à avoir travaillé sur des plans d'optimisation en se disant qu'on allait faire moins, enfin, on allait faire plus, si je puis dire, en dépensant moins. On a un petit outil chez nous, chez Fnac Darty, qui s'appelle les 4C, où on essaye en même temps d'optimiser les coûts et les revenus, la satisfaction du client, le dépense carbone et la satisfaction collaborateur. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Il y a une notion culturelle d'appropriation et donc quelque part d'effort à fournir pour arriver à identifier des idées, des choses qui optimisent les 4C. Alors un exemple dans la supply, c'est par exemple le click and collect. Le click and collect, tout le monde en fait, c'est quelque chose de complètement mainstream aujourd'hui. C'est 2C ça, déjà. Comment ? C'est 2C le click and collect. Absolument. Donc ça s'applique assez bien, mais il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, quand on a un petit peu, même plus qu'un petit peu, développé, inventé ce service en France, ça, c'était pas du tout évident. D'ailleurs, peut-être certains se rappellent que la notion d'omnicanalité, il y a quelques années, c'était pas forcément quelque chose qu'on voyait comme forcément vainqueur, si je puis dire. En tout cas, un modèle qui se développe. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de doutes, mais bon. Là où je veux en venir, c'est que quand vous proposez à vos clients un modèle de délivrance en 1 heure, par exemple, dans votre magasin de proximité, eh bien, quelque part, pour vous, ça optimise vos coûts. Ça rend les clients heureux parce que c'est le mode de délivrance le plus rapide et le plus facile. Ça baisse la dépense carbone et puis ça rend les collaborateurs fiers. Donc, je veux dire que c'est possible de faire ça. Et puis ensuite, au-delà de cet exemple, il y a plusieurs choses. Pour optimiser coûts, revenus, satisfaction client et carbone, il y a, j'ai envie de dire, les méthodes. On en a tous. De la culture de la performance jusqu'au lean management, si je puis dire. Il y a de la technologie, on est là pour ça, on est là pour découvrir et utiliser de la technologie au bénéfice du business, mais dans une approche qui n'est pas la techno en elle-même, mais la techno dans un but particulier. Et je pense que c'était aussi le propos de Philippe juste avant. Mais est-ce que, justement, avant de clore ce chapitre, sur cette... est-ce que, par exemple, le rôle de la supply chain là-dedans est aussi de se rapprocher peut-être de manière un peu plus étroite du marketing, parce que là, finalement, ce que vous évoquez, c'est que vous avez plusieurs possibilités de livraison, mais vous pouvez, sans orienter le consommateur, mais en tout cas l'inciter à trouver une méthode qui, en plus, pour vous, optimise, c'est ce que vous dites sur le click and collect. Est-ce que depuis 10 ans, justement, il y a plus ce travail aussi avec le marketing, par exemple? Je pensais à cette... Mais en fait, absolument, et c'est absolument fondamental, parce que qu'est-ce qui est le principal driver de transformation? C'est le client. Donc, à la fois parce qu'il a des attentes qui sont tout le temps plus difficiles à satisfaire, mais aussi parce que c'est aussi un moyen. Quand, par exemple, vous communiquez au client
sur un site internet comme les nôtres, au moment du choix du mode de livraison, à la fois le tarif de chaque option, le délai de chaque option, mais aussi la dépense carbone, vous donnez au client la possibilité d'utiliser l'information pour choisir. Le client, et donc le marketing, quelque part derrière, c'est un outil fondamental pour le changement. Ok, alors on va passer à la deuxième parce que c'est assez structuré et structurant hein, comme conférence. Le deuxième enjeu, on l'a intitulé de la performance à la résilience. Savoir quelles sont les pistes pour justement une supply chain qui va pouvoir être véritablement agile, réactive, résiliente, puisque ça c'est un mot quand même qu'on maintenant on entend depuis au moins 5 ans. Et puis voilà, capable d'anticiper plutôt que subir les crises. Je vais commencer par Jean-Christophe, mais je vais lui donner le bon micro. Bah non, c'est pour vous. La résilience chez vos clients, ça passe par quoi? Et est-ce qu'il y a puisqu'on est dans la Tech for Retail, est-ce qu'il y a des solutions technologiques pour pouvoir atteindre cette résilience que vous demandent vos clients sur la partie logistique pour le coup? Alors, dans ce que j'observe, la résilience, elle passe d'abord par les layouts et les schémas qui sont mis en place. C'est-à-dire qu'on a face à nous, si on réfléchit à la résilience, c'est pour faire face à des situations. On a face à nous des évolutions ou des crises géopolitiques, on a des crises et des événements climatiques qui nous montrent, là je vais parler de notre cas à nous, en l'espace malheureusement, de 12 mois, on a eu au Brésil un entrepôt qui a été sous 2,70 m d'eau et pendant 3 semaines, on surveillait le stock qui restait avec des barques. On a eu à Valencia un entrepôt d'un de nos clients retailers qui a aussi été perturbé. Et on a eu dans un autre territoire un bâtiment qui a eu des dommages. Et en fait, le vrai sujet, c'est notre supply chain. Elle va être confrontée à des crises dont on ne connaît pas encore la nature. Et il va nous arriver des événements dont on ne sait pas ni l'heure, ni la nature, ni le jour. Et donc, on doit être agile. Et cette agilité, elle passe par l'analyse des scénarios, hein, l'approche par les scénarios et les scénarii, de telle manière qu'on puisse préjouer avant un certain nombre de crises qui puissent subvenir pour mettre en place des BCP. Moi, je suis surpris, et en commençant par chez nous, FM, et avec nos clients, on doit travailler beaucoup plus les scénarios de BCP. Alors les BCP, c'est quoi? Parce que moi, je connais plan de continuité d'activité. Non, mais c'est la même chose. Plan de continuité du business, c'est ça. Business Continuation Plan. Voilà, non, mais c'est plan de continuité, on est parfait, c'est OK. Et en fait, ça passe par la formation, ça passe par l'anticipation de nos équipes. Et bien évidemment que la techno, que les outils vont nous aider, parce qu'elles vont nous permettre de switcher plus vite d'une solution vers une autre. Et donc, au-delà de cet exercice de préparation, d'anticipation, et l'IA peut nous aider, parce que moi je vois, par exemple, pour des formations de nos équipes, l'IA peut être un sparring partner extraordinaire, à qui on va poser des questions, qui va nous répondre, il va prendre en compte tout ce qui s'est passé comme événement autre part, et il va nous challenger sur est-ce que tu as la bonne réponse, est-ce que tu as bien fait, tu as bien prévu la bonne solution pour contourner tel ou tel sujet. Et donc il y a un vrai jeu de préparation, se muscler finalement, hein. Plus l'entraînement est dur, plus le match va être facile. C'est ce qu'on dit généralement. Ben là, c'est pareil en termes de résilience et de continuité. Donc, bien évidemment, la techno va nous aider pour aller plus vite. Elle va nous permettre aussi de switcher et de balancer les commandes d'un endroit à l'autre. Parce que, et c'est là où... Mais là, c'est plutôt, d'un endroit à l'autre, on n'a pas les stocks, ou alors non, avec les magasins, avec du coup, plus que jamais, il faut que le réseau déjà soit communicant entre les différents acteurs. Quand on peut avoir plusieurs distribution centers, c'est mieux parce qu'il faut organiser la redondance. Et on peut même organiser la redondance ou le délestage entre des distribution centers dont c'est le métier de faire et des magasins qui peuvent parfois prendre le relais et délester. Donc c'est là où on a besoin, avec nos clients, de réfléchir et à concevoir des réseaux internationaux ou nationaux. Ça, c'est encore très avancé, ou il y a déjà des clients qui sont basculés dans ce mode-là, ou pour l'instant c'est compliqué? Je pense que tous nos clients, forcément, et avec des niveaux de maturité différents, on se retrouve du jour au lendemain, regardez les inondations qu'il y a eu hier dans certaines régions, du jour au lendemain, on se retrouve avec l'impossibilité d'avoir accès aux consommateurs. Donc, à la fois pour des raisons sanitaires d'alimentation, parce que je rappelle que le retail, il nourrit quand même
quelques milliards de personnes. Donc il faut d'une part que le produit soit accessible pour des raisons alimentaires, de vie de la population, et pour la résilience du chiffre d'affaires de nos clients. Donc non, c'est réel, avec des niveaux de maturité différents, mais c'est aujourd'hui, moi je disais à mes équipes, obsession numéro 1, continuité du business de nos clients. Et bien évidemment, au niveau de service, efficacité, coût, mais c'est agilité pour la continuité du business de nos clients. Adil, tout à l'heure, on a abordé... pardon, je suis désolé pour avoir monopolisé le seul micro qui, qui fonctionne. Tout à l'heure, on n'a pas parlé de crise, en fait, mais justement, voir en cas de crise, est-ce que, avec la plateforme Automne, vous proposez... Enfin, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en musique pour pouvoir affronter alors soit la volatilité du marché, mais ça c'est moins une crise mais une rupture de stock imprévue. Qu'est-ce que l'IA peut apporter à ça? Je ne sais pas si c'est pas magique non plus, mais Non, c'est un très bon point. L'IA a du mal à forecaster les décisions de Donald Trump sur les tarifs. Au final, c'est extrêmement volatile. Au bout d'un moment, peut-être. Mais c'est un exemple dans le sens où, si on prend l'exemple de nos clients américains, cette approche de la hausse des tarifs qui est faite de façon assez volatile, quel impact ça a au final sur cette logique de optimisation de la distribution? Donc on a une approche qui, on va dire, très simple, c'est-à-dire on va venir optimiser la rotation de stock de la façon la plus rapide possible. C'est-à-dire qu'on peut utiliser demain des magasins qui vont agir comme centre de distribution local pour maximiser le stock qui est à disponibilité. Utiliser un DC, au final, donc un distribution center qui va être sur du nearshoring et faire en sorte qu'on ait une approche qui soit non mutualisée. Donc au final, ces contraintes qui sont des contraintes macroéconomiques sont au final prises en compte dans le design au final de la solution pour permettre aux différents utilisateurs d'arriver et de toujours garantir une logique de service level qui soit la plus élevée possible. Et un autre exemple, donc ça, on a parlé de facteurs macro comme les tarifs, les facteurs météorologiques qui sont de plus en plus fréquents, mais il y a aussi les facteurs micro qui sont intrinsèques à chaque marque. Et aujourd'hui, quand on parle de crise interne dans le retail, on va parler il y a deux sujets. Il y a la rétention des clients existants. Et ça, c'est un gros sujet aujourd'hui dans le retail. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile pour garder et fidéliser des clients. Et de la même façon, on a un coût d'acquisition du client qui est de plus en plus élevé. Et ça, au final, ça impacte le futur d'une trajectoire, au final, d'un produit, d'une référence ou d'un groupe de produits, d'une performance d'un magasin. Enfin, ça, c'est pas tellement la crise, c'est le business as usual. Mais après, c'est une crise parce qu'au final, c'est un peu un sujet qu'on regarde, mais sans trop regarder, qui impacte en fait fondamentalement en fait la trajectoire d'une supply chain. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça aussi, je reviens à cette logique de triptyque. Faire en sorte de comprendre le comportement au final du client, parce que c'est la chose la plus importante et on est relativement tous alignés sur ça, et d'arriver de comprendre au final quel va être le futur d'une performance d'une société par rapport à ça. Donc pour moi, au final, la crise, elle est aussi bien externe qu'interne. Vincent, sur les crises face à des événements qu'on, par définition, on n'a pas forcément prévus. Jean-Christophe disait, c'est vrai on peut établir des scénarios, mais c'est vrai qu'il y a aussi des événements qu'on n'a pas forcément prévus. Est-ce qu'il y a alors évidemment pas une recette, mais en tout cas un état d'esprit à avoir, une organisation particulière à avoir au sein de la supply chain pour se dire, voilà, au moins on sait que dans ces cas complètement improbables, on va pouvoir faire face. Alors oui, moi déjà je suis pas déjà très... oui, ça c'est bien. Déjà qu'il y ait une recette, c'est généralement je dis oui mais non, mais bon. Non mais moi je suis pas très à l'aise avec la phrase déjà, parce que quand on dit subir la crise, déjà première chose subir. Moi je trouve que s'il y a une chose où on a été collectivement plutôt pas mauvais, notamment sur la supply chain, c'est la réactivité, c'est l'adaptabilité. Enfin, je pense qu'il faut quand même le dire. Et à un moment donné, cette notion-là de pouvoir réagir en très peu de temps, d'adapter un système énorme, enfin, ce qu'on vit depuis quand même 5, 6 ans, 10 ans est quand même incroyable. Et pourtant, je ne trouve pas qu'on ait tellement subi au sens qu'on était mauvais dans la réaction. Ce qui d'ailleurs entre nous peut être parfois un petit peu un piège. Parce que parfois, on est tellement efficace dans le fait de réagir à des choses qu'on n'a pas envisagées qu'on se dit finalement, est-ce que c'est si important d'envisager les choses à l'avance? Ça, c'est un peu le côté piégeux.
Mais même la notion de crise, je trouve que c'est un peu inapproprié comme mot. Parce que la crise, c'est quoi? C'est un événement exceptionnel qui arrive généralement de manière négative, enfin en tout cas avec des conséquences négatives pour plein de gens. Mais il n'y a que ça aujourd'hui. On n'a que des crises. Avant, on avait une crise tous les 10 ans. Ensuite, c'est devenu tous les 5 ans, tous les ans. Maintenant, c'est tous les mois. Donc, en quoi c'est une crise, finalement? C'est plus un événement exceptionnel. La permacrise. Ouais, voilà. Donc, dit autrement, quand il y a des crises tout le temps, il n'y a plus de crise, en fait. Bon. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le mode de fonctionnement qu'on avait avant, c'était quoi? C'était, on forecastait, on prévoyait le futur. En se disant, le futur, à 1, 2, 3, 5 ans, ce sera ça, ce sera tel volume pour la supply chain, tel mix, telle évolution technologique, etc. Et ensuite, on essayait, en fonction de cette vision du futur précise, de définir un fonctionnement. Et de dire, voilà comment on va se transformer. Mais cette vision-là, le problème, c'est qu'elle n'arrive jamais, puisqu'on n'arrive pas à prévoir correctement le futur. On peut faire effectivement des scénarios, mais d'un autre côté, les scénarios, qui aurait pu prévoir tout ce qui se passe aujourd'hui? C'est compliqué. Donc, dit autrement, il faut accepter, et ça, je pense que c'est vraiment très important, fondamental, il faut accepter de ne pas optimiser de manière complète un fonctionnement, comme le fonctionnement de la supply chain, par exemple, par rapport à un futur qu'on décrit de manière précise. Dit autrement, il faut accepter de perdre un peu en optimisation pour gagner fortement en agilité. L'agilité, ça ne se décrète pas, ça se travaille. Donc si vous avez un fonctionnement de supply qui est à la fois extrêmement précis, complètement adapté au futur que vous imaginez, mais pas souple, bah vous êtes dans le mur, parce que le futur ne sera jamais ce que vous avez imaginé. Donc désoptimiser un peu, l'accepter, ce qui est quand même un peu contre-intuitif pour nous, pour gagner fortement en agilité, c'est ça la clé. Juste, vous avez un exemple de désoptimisation, c'est intéressant, parce que voir un peu là où vous auriez pu aller plus loin, mais vous avez choisi de ne pas le faire. Un exemple, c'est par exemple quand vous avez, prenons la supply, c'est le sujet de la conférence, pouvez être amené à se dire, voilà, moi je sais ce que va être le futur, je vais automatiser, je vais robotiser, je vais aller extrêmement loin dans l'ajustement de mon fonctionnement par rapport à ce futur-là. Mais c'est pas complètement toujours le vrai, mais il y a souvent des solutions d'automatisation, de robotisation qui sont moins flexibles. Aujourd'hui, pour quelques années encore, on n'a pas trouvé plus souple et plus agile que la main de l'opérateur qui collecte un produit. Donc ça changera. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut savoir parfois ne pas aller trop loin, notamment sur ces sujets-là. Ok, bah on va passer au troisième enjeu. Donc là, le troisième enjeu, là on est à Tech for Retail, donc on va parler un petit peu de techno, on va parler surtout de l'humain. Il y a la montée en puissance de l'IA, voir un peu voilà, la création de valeur et la place de l'humain dans la supply chain, et donc dans la supply chain du retail, évidemment. Adil, moi je voudrais savoir justement côté, on n'a pas parlé des utilisateurs d'Automne. Aujourd'hui, il y en a combien? Plusieurs milliers Pas encore, mais on y est presque. Pas encore. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui leur rôle déjà évolue, et est-ce qu'il va évoluer selon vous dans la supply chain au fur et à mesure que les outils vont les aider à faire un certain nombre de tâches, peut-être de manière automatique ou pas, mais voilà. Non, totalement. On m'entend là? La KPI qui me rend en tant que cofondateur de Automne le plus fier, c'est la productivité de nos utilisateurs. Généralement, les DG et les DAF s'en foutent totalement parce qu'au final, ils se disent mes équipes sont payées pour ça. C'est pas un enjeu, on va dire, c'est pas un levier commercial de notre côté, mais nous, c'est ce qu'on monitore. C'est qu'en gros, en fait, on demande à chacun de nos utilisateurs combien de temps ça leur prenait pour faire une tâche. Et on monitore le temps qu'ils prennent à la faire, à l'exécuter sur Automne. On est dans le plus bas des cas, sur une augmentation de 65 à 75%, au plus haut des cas, 95%. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est 95% d'augmentation de la productivité. Donc ça veut dire qu'au final, quand on prend la logique d'allocation de stock, entrepôt vers magasin, on a un transfert au final d'expertise qui fait métier de l'utilisateur vers la plateforme. Donc en final, cette logique d'irrationnel qui est l'expertise métier d'un utilisateur qui va être propre à chaque utilisateur en fonction des marques pour lesquelles il travaille, qui est fait vers la plateforme, vers l'IA, qui va apprendre au final comment l'utilisateur fonctionne pour ensuite lui dire maintenant je m'occupe de l'opérationnel.
ton focus maintenant à toi, ça va être une logique qui va être beaucoup plus stratégique. Donc on parlait des enjeux marketing, etc., pour donner au final de la hauteur aux utilisateurs à avoir une vision beaucoup plus holistique par rapport à ça. Comprendre les enjeux financiers, comprendre les enjeux marketing, comprendre les enjeux d'un point de vue logistique. Et l'IA, au final, s'occupe de faire toute la partie opérationnelle, qui est aujourd'hui d'arriver de dire, bah, OK, je vais allouer le bon niveau de stock au bon moment et au bon endroit. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Enfin, ça demande quand même un changement, même dans les compétences, de sortir un peu de sa tour d'ivoire aussi. Enfin, c'est pas tout à fait la même. C'est une disruption qui est positive. On a une approche encore chez nous où on a une équipe qu'on appelle Customer Experience, qui sont des personnes qui ont fait ce travail-là. Comme moi, j'ai fait ce travail-là de demand planner et patron de supply chain. Et ça, c'est important au final pour accompagner nos utilisateurs dans cette logique du changement. On n'a pas cette approche qui est de dire, bah, au final, on va ramener un partenaire externe qui va faire et avoir au final un time to value. C'est nous qui le faisons. Et en fait, on vient comparer. Parce que vous l'avez vécu vous-même. On l'a vécu, donc on vient comparer sur la façon dans laquelle nos utilisateurs travaillent, on compare ça avec ce que sort la plateforme et en fait on leur ment et on leur prouve par A plus B que la plateforme fait mieux, plus rapidement. Donc ce n'est pas une logique de remplacement, c'est ça qui est assez intéressant, qui est surtout important. On n'est pas dans une logique de remplacement, mais on est dans une logique de montée en puissance et de permettre aux gens d'arrêter de checker tout ligne par ligne, mais d'avoir littéralement une approche qui soit beaucoup plus importante sur l'assortiment. Et l'assortiment, je vais aller très vite sur ça, c'est un sujet qui est très important. Par manque de temps, la plupart des marques dans le retail vont avoir une logique de cluster magasin qui est extrêmement standard. A, B, C par rapport à mes trajectoires de vente budgétées. La réalité, encore une fois, c'est que on est extrêmement promoteur du cluster de 1 chez Oton. Parce que le produit dans le magasin et pour le client, on est dans une logique unique. Et c'est ça au final qui permet du coup à l'IA de prendre en compte tous ces signaux faibles dans la donnée qu'un cerveau humain, malheureusement, sur un tableur n'a pas la possibilité ou sur un système of planning n'a pas la possibilité de faire. Ok. Jean-Christophe, oui, on va faire la supply chain du micro. Dans ce domaine de la logistique, est-ce que justement le rôle de l'humain, il évolue? Vincent disait tout à l'heure, il ne faut pas trop automatiser. D'un autre côté, dans le retail, compte tenu des volumes aussi qu'il y a à préparer, surtout sur la partie e-commerce, c'est quelquefois aussi un passage obligé. Mais est-ce que le rôle de l'humain dans ce domaine-là, il évolue vers quoi? Justement, peut-être, puisqu'on parle de retail, il y a vraiment cette valeur de service aux clients, etc. Est-ce qu'il y a une évolution aussi dans ce domaine-là pour la partie logistique? Alors, Vincent n'a pas dit qu'il ne fallait pas automatiser. Non, Vincent a dit qu'il fallait automatiser avec un juste niveau de complexité, voilà. Parce qu'on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Exactement. Et qu'on doit avoir un jeu de jambes assez souple pour pouvoir réagir aux crises qui sont permanentes et différentes et multiples. Et c'est ça le sujet. Et j'ai envie de dire, notre enjeu, c'est-à-dire qu'on a travaillé collectivement, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, sur une démarche assez linéaire de la recherche de la performance de la supply. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est la robustesse de la supply, parce qu'elle va se prendre des coups et on ne sait pas d'où ils vont venir. Et donc il faut qu'on arrive à trouver une équation qui fonctionne en intégrant, on n'en a pas beaucoup parlé, l'impact environnemental. On va en parler, c'est le quatrième enjeu. On va tous prendre des engagements SBTI ou autres sur nos réductions d'empreintes, par volonté, par choix ou par frame qui va changer. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, là encore, la supply, en étant sur le métier, on a plein de choses à aller chercher sur cet impact social et environnemental qu'on peut améliorer en même temps qu'on améliore le service et l'économie. Et je suis assez d'accord sur on doit servir toutes les parties prenantes de l'entreprise. Alors, on se connaît un peu depuis quelques années et vous savez que chez FM, on a effectivement focus sur, et que le choix évident pour nos clients comme pour nos collaborateurs, et l'humain est au cœur de l'entreprise. Mais mon frère qui est dans le retail, quand on discute ensemble, on a les mêmes enjeux. Client, équipe. Bien. Donc, oui, les métiers qu'on va déployer dans l'entreprise sont en train d'évoluer. Oui, les compétences dont on a besoin sont en train d'évoluer. Et oui, nos métiers restent des passerelles extraordinaires pour ceux qui n'ont pas forcément la techno native ou qui n'ont pas eu la formation ou la chance d'avoir une formation longue par rapport à cela. Et donc on a un enjeu de rendre accessible le plus facilement possible l'acquisition
de nouveaux gestes, de nouveaux réflexes, de nouveaux savoir-faire pour nos équipes. Mais plus que jamais, chez nous, on est sur, avec un grand H, l'homme augmenté par la techno, que ce soit l'IA, bien sûr, ou que ce soit la robotisation, qui pour nous, en tant que tierce partie, hein, on est un 3PL, on n'a pas... moi, je crois beaucoup aux supply chain non dédiés, non hyper spécialisés, pour un seul acteur, parce que la mutualisation est un moteur collectif d'efficacité et d'impact favorable économique et écologique. C'est bon pour le jeu de jambes. Vincent, sur cette question à la fois de la place de l'humain et peut-être aussi du service à apporter, est-ce que dans la supply chain, justement, il y a une philosophie, une organisation à mettre en place pour pouvoir justement trouver des nouvelles voies, des nouveaux services à lancer qui soient stratégiques pour l'entreprise? Oui, alors quelques réflexions rapidement par rapport à ça. La première, c'est que la technologie versus l'humain, si je puis dire, la technologie, le vrai sujet, c'est pas la techno elle-même. On est aujourd'hui dans un monde qui est inondé de technologie, enfin c'est extraordinaire. Non, le vrai enjeu, c'est l'appropriation par les collaborateurs, l'appropriation par les clients, c'est ça le sujet. Et dans un monde où c'est quand même assez nouveau, prenez l'IA par exemple. L'IA, on sait qu'une IA, plus elle va être utilisée, plus elle va être compétente. Donc ça veut dire qu'on est sur un monde où en fait l'usage de la technologie, l'appropriation de la technologie par les humains et dans son usage va améliorer l'IA elle-même. Donc ça c'est fondamentalement différent. Donc ça veut dire que la clé du sujet IA, c'est bien l'appropriation, c'est bien le fait de dire, commencez à réfléchir comment vous allez vous faire aider par l'IA avant de faire quoi que ce soit. Et ça, il y a encore beaucoup de choses à faire. Deuxième chose, la techno, c'est super. On a parlé de mécanisation tout à l'heure et je te remercie d'avoir précisé ma pensée. Tu as entièrement raison. La mécanisation, c'est un exemple de technologie. La question, c'est pas de savoir si un jour on pourra pas avoir des entrepôts 100% automatisés. Ça arrivera un jour. La question, c'est la question du temps. C'est la question du moment. C'est la question à quel instant je vais décider d'incorporer, d'inclure, de transformer, d'utiliser cette technologie-là pour moi, pour l'entreprise. Ça, je pense que c'est une question fondamentale. Et enfin, troisième chose, sur la partie de l'humain, c'était la question, plus on ira vers une forme d'automatisation d'IA, plus ça valorisera, j'ai envie de dire, la qualité de service, on va dire, humaine. Et ça, c'est un peu ce que disait Philippe tout à l'heure en parlant de sourire, hein, pour le passage en caisse. La question, c'est quoi le sourire 2.0 ? C'est quoi la valeur ajoutée humaine de demain ? Les choses qu'on faisait aujourd'hui, elles vont être réalisées par l'IA, elles vont être automatisées. Donc, qu'est-ce que ce seront ces valeurs ajoutées humaines qui, demain, feront la différence ? Je vous avoue que ça nous occupe beaucoup chez Planète Darty. Y compris dans la supply. Bien sûr. Oui. Voilà, bien sûr. Parce qu'au final, la supply, c'est jamais qu'un maillon qui fait qu'au bout du bout, il y a un produit, il y a un sourire qui passe à travers un produit quelque part et un client à l'autre bout de la chaîne. Donc la question, c'est comment on arrive à apporter plus de valeur humanisée, si je puis dire, demain, au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, je crois que j'ai entendu une petite sonnerie, mais il n'est pas question de chanter la dernière enjeu, donc on va aller un peu vite. Mais je ne pense pas qu'on est encore dans les temps, hein, c'est juste qu'on a commencé en retard, on n'a qu'à dire ça. Donc le dernier enjeu, c'est durabilité et économie circulaire. Donc là, Jean-Christophe en parlait un petit peu en disant que voilà, il y avait aussi cette composante-là qu'il ne fallait pas oublier. Bah, justement, c'est bien, on va commencer par vous. On connaît les efforts de FM justement en matière de logistique durable. Vous êtes aussi un des promoteurs de la slow logistique. Alors slow logistique quand on peut évidemment, mais voilà, comment on peut contribuer à être avec ses clients un partenaire de la supply chain circulaire cette fois, parce que là on parle de la supply chain durable, mais sur la supply chain circulaire, est-ce qu'un prestataire logistique a les moyens aussi d'accompagner son client sur ce domaine-là ? Bien sûr, dès lors qu'on se donne les moyens et dès lors qu'on est dans la coopération avec nos clients. Et on a tous les mêmes enjeux, en fait. La supply et les enjeux de la supply sont bien plus larges que notre entreprise et bien plus larges que chacun d'entre nous individuellement. Donc on doit prêter attention à notre environnement et concrètement, c'est quand on fait du design sur du packaging, quand on fait du design sur des présentoirs ou
comme les ventes ont été un peu compliquées ces derniers mois, il y a pas mal d'opérations promotionnelles, ben, comment on traite la densification des présentoirs, comment on réduit les packaging, comment on va travailler, deuxième thème, sur les supports qui vont pouvoir justement être réutilisés. Mais Ça, c'est discuter avec le client bien évidemment, en amont. Mais bien évidemment, et puis on va changer avec nos clients, c'est de la circularité des composants. C'est quand on est en boucle fermée, comment on switch d'un support qui est durable à un support qui l'est moins. Comment on va filmer nos palettes avec des choses qui sont des sangles et qui sont réutilisables. Enfin, il y a plein de solutions qui existent. Et ce qui est formidable avec la supply à nouveau, que ce soit dans le domaine de l'économique, que ce soit dans le domaine de l'écologique, que ce soit dans le domaine de la techno, c'est que dès lors qu'on se met autour d'une table, entre experts de la supply, que ce soit chargeurs, industriels, retailers ou prestataires, dès lors qu'on se met autour de la table et on laisse un petit peu de côté, c'est un petit message, les éléments purs commerciaux et qu'on va se focuser sur l'impact, sur les flux, alors on a des gisements. Sur l'analyse des flux, on a des gisements de dingue. Sur la slow, oui, bien sûr que c'est génial de pouvoir livrer en 24 heures, en 1 heure, certains produits, parce que ça fait du sens. Et il y a plein de produits qui vont être livrés en 24 heures et le consommateur va l'utiliser 4 jours après. Peut-être qu'on a intérêt de donner de la chance à l'efficacité et l'optimisation pour donner un temps qui correspond aux besoins et qui laisse du temps aux acteurs de la supply que nous sommes pour optimiser les flux. Parce qu'entre livrer à 24 heures et livrer en 48 heures, en termes d'empreinte carbone, il y a un facteur, il y a un écart important sur les grammes tonnes kilomètres transportés. Et puis, donner du temps, ça nous permettra aussi peut-être d'aller vers des modes de transport un peu alternatifs qui ont besoin d'un peu plus de temps. Sur des transports de grande distance, je trouve que ça reste de la folie sur 2000 km de mettre 2 bons chauffeurs dans un bon camion qui est à 100 grammes tonnes kilomètres transportés, alors que si on mettait sur du transport ferroviaire, on serait à 20 grammes. D'accord ? Donc on a collectivement un peu d'effort à faire et à se dire le curseur on le met où entre efficacité écologique économique et le culte de la rapidité. Est-ce que la fast fashion est compatible avec la slow logistique? Non, c'est pas grave. Vous avez la réponse à votre question. Adil, juste, on finit le tour parce qu'après on va se faire gronder. Mais sur la, je sais que la réduction des stocks quelque part c'est déjà une démarche durable. Mais est-ce que vous allez au-delà avec vos clients justement sur cette réflexion à la fois sur le circulaire, etc. Est-ce que dans l'outil on peut avoir quelques pistes pour évoluer? Aujourd'hui, c'est des pistes qui sont implicites. Enfin, je dis toujours que l'optimisation de la supply chain, en tout cas sur notre vecteur à nous, c'est le médicament principal à tout ce qui se passe en termes de RSE, sustainability. On déteste le greenwashing chez Autone. Quand les marques aujourd'hui, malheureusement, vont faire beaucoup de greenwashing, c'est-à-dire produire on prend l'exemple du t-shirt en coton bio. Super. Par contre, si j'en produis 20 000 et que j'en vends 2 000, ça va être exactement les mêmes camions qui vont le transporter, exactement les mêmes avions qui vont le transporter. Donc l'impact au final, d'un point de vue global, est absolument le même. Donc au final, ce qu'on vient faire, c'est d'arriver de dire vendre mieux avec moins, vendre à prix plein au lieu d'avec des marques, faire en sorte qu'au final, on réduit au moins du plus possible, en tout cas, les mouvements au final de stock qui vont se passer. Quand on regarde en bout de chaîne, on a un impact d'un point de vue environnemental. Là, on va dire l'évolution de la plateforme va arriver sur ce qu'on appelle le e-PNL. Donc c'est traduire justement au final tous ces impacts, c'est-à-dire des meilleures ventes, un impact positif sur la marge, une réduction du BFR. Quel est l'impact tangible aujourd'hui en termes de CO2, de consommation en eau, etc. Vincent, je vais vous laisser conclure. Alors chez Darty, en plus, c'est pas nouveau. Alors la circularité, je sais pas, mais en tout cas tout ce qui est réparation. Enfin, il y a vraiment déjà beaucoup de choses qui sont faites. Est-ce que pour vous, le chantier de la supply chain circulaire ne fait que commencer, ou bien il y a déjà quand même plein de choses qui peuvent être encourageantes?
Non, mais c'est bien sûr. Les supply chains, pour la plupart, ont été conçus pour descendre des produits d'un endroit où on les fabrique vers un endroit où on les consomme. Donc la notion de circularité, elle n'est pas du tout intrinsèque dans les supply chains. Donc tout est à construire. Alors, ce qui avance vite, c'est les services, c'est les offres, c'est le marché de la seconde vie, c'est les offres de réparation illimitée comme ce qu'on a avec Dartimax. Tout ça, ça fonctionne extrêmement bien. D'un certain point de vue, la supply doit s'adapter à ça. Et ça, c'est un des enjeux majeurs qu'on aura tous à relever dans la supply, c'est transformer une supply linéaire en une supply circulaire. Voilà. Okay. Et on a compris que dans la supply chain, le métier, c'était justement de savoir s'adapter. Donc en fait, on n'est pas inquiet. Merci beaucoup, merci à vous trois. Et désolé si on a un peu dépassé, mais... Non, je pense pas, on a 40. Allez, on y va. Maintenant, je vous propose de partir en...